Rebonjour à tous. Voilà, voici la dernière conférence de la matinée avec Jérémy. On va parler d'éco-conception. On en parle souvent au côté front-end. Et là, on va en parler back-end. Il nous vient de Fécamp. Vous aurez toutes les questions à la fin à poser, donc n'hésitez pas dans le chat. Et il y a tout le Slack de Técologie avec toi, Jérémy. La place est à toi. Ok, merci Youn. Donc, comme il disait, on va parler d'éco-conception orientée back-end, ou comment faire que votre back-end soit plus efficace énergétiquement. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Senior Software Engineer chez Datadog. Je travaille sur une app qui s'appelle Vector, qui en gros permet de gérer des logs, des events et de les passer d'un endroit à un autre de façon hyper efficace et hyper rapide. Si vous voulez me retrouver, je suis sur GitHub sur mon username jdrouet ou sur Twitter sur @jeremydrouet. Voilà. Donc, on va commencer. Déjà, premièrement, pourquoi est-ce qu'on devrait faire des produits qui soient éco-responsables ou éco-construits? Donc, on va déjà regarder un petit aperçu de la consommation, de la consommation énergétique du numérique dans le monde. Donc, selon un rapport de Green IT, le numérique, c'est environ 67 millions de serveurs dans le monde. Voilà. Et ces serveurs, ils sont utilisés par à peu près 4,1 milliards d'utilisateurs. Chacun des utilisateurs a environ, en moyenne, 8 terminaux, ce qui fait qu'au niveau des terminaux, on a un poids de matériaux qu'on a du mal à recycler qui est d'environ 223 millions de tonnes. C'est assez énorme. Donc, si vous voulez, il y a les sources en bas. Là. L'empreinte du numérique, c'est aussi ces chiffres-là. On va les regarder. Donc, 0,2%, c'est la consommation d'eau douce mondiale du numérique. Donc, ça donne environ 7,8 millions de mètres cubes d'eau, soit 3,6 milliards de douches ou 26 millions de litres de bière. Donc, j'ai pris 300 litres d'eau pour 1 litre de bière. 3,8%, c'est la production de gaz à effet de serre engendrée par le numérique. Voilà. Si je clique, voilà. Engendrée par le numérique, soit 1400 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Donc, 116 millions, ça fait à peu près 116 millions de tours du monde en voiture. Donc, un tour du monde, c'est 42 000 kilomètres. Et c'est aussi équivalent à 1,5 milliard de salariés, comme vous et moi, des Français qui, chaque jour, prennent leur voiture et font 25 kilomètres aller-retour, tout ça pendant un an. C'est à peu près cet équivalent-là. On a aussi 4,2%, c'est la consommation en énergie primaire engendrée par le numérique, soit environ 6800 TWh d'énergie primaire. Et 5,5%, c'est la consommation d'électricité, soit 1300 TWh d'électricité consommée. C'est à peu près l'équivalent de 82 millions de radiateurs électriques de 1000 watts qui sont allumés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est assez énorme. Et si on prend un équivalent avec la consommation de la France, c'est environ 3 France, ce que consomme 3 France tout le temps. Voilà. Donc, cette empreinte, ça prend en compte quoi? C'est vos téléphones, que généralement on change beaucoup trop souvent, vos ordinateurs, les écrans de télévision qui consomment de plus en plus d'électricité. Plus ils sont grands, plus ils augmentent en haute définition, plus ça va consommer et plus ça va être compliqué à construire et à recycler. Vos routeurs et box télé qui sont allumés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui consomment pour la plupart bien plus qu'un vulgaire routeur standard. Il y a aussi tout ce qui est IoT, qui consomme, par exemple pour les ampoules connectées, bien plus que ce qu'une ampoule normale consomme si on ne considère pas le serveur, même sans considérer le serveur, et si on considère ce qu'utilise le serveur derrière, c'est énorme. Et bien sûr, du coup, les serveurs qui, eux, tournent 24 heures sur 24, ça j'en ferai pour faire tourner vos applications. Donc, à ça, j'aurais pu aussi ajouter tout ce qui est les véhicules maintenant qui sortent avec des écrans connectés, donc moto, voiture, tout ça, qui sortent avec un Android Auto, Apple CarPlay,
et qui, à partir d'un moment, vont plus être mis à jour. Et qu'est-ce qu'on devra en faire? Est-ce qu'on devra changer de véhicule pour avoir son écran mis à jour? C'est une autre question. Donc, pourquoi on devrait se soucier de ça? Pourquoi moi, ça devrait m'inquiéter de cette éco-conception? Eh bien, on va regarder où on en est dans notre émission, nous les Français. Donc, depuis ma naissance, je suis né en 1990, on peut voir qu'on diminue la consommation de CO2 émise par habitant. Ça, c'est bien. Donc, chez moi, on peut voir qu'en 2020, ça a baissé environ 4,2 tonnes par habitant. Mais ça, c'est à cause ou grâce au Covid. Parce que si vous regardez l'année d'avant, on produisait 5 tonnes. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est que grâce au Covid ou à cause du Covid, en arrêtant de prendre la voiture, en arrêtant de prendre l'avion, etc., on a baissé de environ 0,8, 0,7 tonnes de CO2 en une année. Et le problème, c'est que cette année, on a des chiffres qui prouvent que c'est monté au-dessus de ce qu'il y avait en 2019, sans doute parce qu'on a pu repartir en vacances, ça c'est bien. Et donc là, la grosse flèche rouge, c'est où on devrait être en 2030 selon les accords de Paris. Donc ça veut dire que chaque année, il faut qu'on se prenne un nouveau Covid en plus du précédent pour arriver là. Donc là, si on supprime les voitures et les avions, il faut que chaque année, on supprime encore d'autres choses en plus de ça. Bon, très bien. Maintenant, si on regarde au niveau mondial, au niveau des émissions de CO2 par an, voilà un peu le bilan. Ça, c'est un rapport qui a été fait par Climate Action Tracker, qui se base sur les données du GIEC, qui montre que à l'heure d'aujourd'hui, même avec ce qu'on peut faire de mieux, on dépasse déjà les 1,5 degrés d'augmentation. C'est déjà mort. Et dans le schéma le plus optimiste, ce sera 1,8 degré d'augmentation. OK ? Donc, maintenant, l'augmentation des températures, du niveau de l'eau, tout ça, c'est qu'est-ce qu'on risque vraiment? Il y a une carte qui a été faite, pareil, avec les données utilisées par le GIEC, qui montre l'augmentation du niveau de la mer avec 1,5, 2 ou 4 degrés d'augmentation. Donc, si on regarde au niveau des gens de Codeur en Seine, donc Le Havre, Rouen, tout ça, les zones en bleu, là, c'est les zones qui seront sous l'eau avec 2 degrés d'augmentation de température. Donc déjà, tous ceux qui sont au Havre et un peu à Rouen, pensent à déménager ou mettre leur maison sur pilotis. Et les entreprises du Havre, le port du Havre, ou comment dire, ceux qui produisent du pétrole et tout ça, il va falloir qu'ils pensent à waterproof tout leur système. Bon, c'est ça ou déménager. On en reparlera un peu plus tard. Et quand on regarde l'humidité maintenant, donc on va regarder un peu comment marche le corps humain pour réguler sa température. Donc pour réguler votre température, vous transpirez. La transpiration, c'est de l'eau qui sort par les pores de votre peau. Donc l'eau, elle est chaude et avec l'air ambiant, elle s'évapore et c'est ça qui fait que votre corps se refroidit. Donc ça marche plutôt pas mal jusqu'à ce que l'humidité ambiante augmente et là, du coup, votre corps, il a un peu plus de mal à se refroidir. Et donc là, on a un beau tableau. Bon, je suis désolé, c'est en Fahrenheit, donc j'ai mis les valeurs en dessous en degrés Celsius qui vous montrent que dans la zone rouge, là, c'est en gros là où les gens meurent parce que l'humidité est trop élevée et que la température est trop élevée pour que le corps puisse se refroidir. Donc, c'est intéressant. Maintenant, si on regarde au niveau mondial, avec différents schémas d'augmentation de température, donc là, c'est pareil, hein, le rapport du GIEC directement. À 1,5 degré, on peut voir que déjà, toute l'Afrique centrale, il y a plusieurs journées par an où des gens vont mourir parce qu'il fait trop chaud et trop humide. À 2 degrés, pareil, toute l'Afrique centrale, un peu au-dessus de l'Inde, un peu dans l'Inde, et à 4 degrés, donc ce qui est un peu le schéma vers lequel on va aller si on ne fait rien, c'est bien plus que ça encore.
Et donc, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des gens qui, soit ils restent chez eux et ils vont mourir, soit ils s'en vont de chez eux et ils vont aller quelque part. Et maintenant, si on regarde la situation actuelle avec les migrations des Afghans qui se retrouvent bloqués entre la Pologne et la Biélorussie, ben on peut se dire que la masse de population qu'il y a en Inde et en Afrique, ils vont se retrouver dans le même cas, ils vont aller quelque part et ça va engendrer quelques problèmes. Voilà. Donc, tout ça pour dire que la sobriété énergétique, c'est l'affaire de tout le monde. Et donc, comment faire la même chose dans notre métier de tous les jours pour baisser la consommation énergétique? Donc, je suis parti d'un papier de recherche de 6 chercheurs d'une université du Portugal qui comparent la consommation énergétique de différents langages de programmation. Ce papier-là, vous avez le QR code si vous voulez aller voir. Donc, c'est un papier très intéressant, bien structuré, avec beaucoup de résultats en fonction des langages, mais c'est un peu loin de ma vie de tous les jours de développeur. Eux, ils se sont basés seulement sur du calcul algorithmique, de l'indexation, du séquençage ADN, et ils sont arrivés à ces résultats-là. Bon, le lisez pas, c'est lisible de loin, mais ils ont pu organiser les langages en fonction de qu'est-ce que ça consomme le plus ou qu'est-ce que ça utilise le plus, soit le temps, la mémoire, l'énergie, le temps, l'énergie, la mémoire, ou énergie, temps, mémoire ensemble. Donc là-dessus, si vous le lisez plus tard, vous pouvez voir que C, Pascal, Go, Rust et Fortran, ils sont souvent en tête de cortège, mais par contre, on est sur des benches où on ne prend pas en compte le build, on ne prend pas en compte plein de choses. Et aussi, j'ai rarement vu des gens utiliser Pascal, Fortran ou C pour faire des serveurs, des back-ends. Donc, ça marche pas trop pour nous. Donc, c'est maintenant qu'on va passer à la question qu'on attend depuis le début, c'est quel est le langage le plus éco-friendly pour faire des applications back-end. Donc, premièrement, on va se mettre d'accord sur qu'est-ce que j'entends par application back-end. Pour moi, dans ma vie de tous les jours, le dev back-end, c'est en général faire des microservices, mon app, qui va prendre des messages de quelque part, faire des petits traitements dessus et les envoyer autre part, voire même les stocker quelque part. Tout ça, généralement, via une API REST et c'est cool. Donc, j'ai commencé à faire la même chose que dans l'article, dans le papier de recherche. J'ai implémenté plusieurs serveurs avec différents langages. Donc, j'en ai pris 6 qui sont généralement ceux que les recruteurs m'envoient sur LinkedIn ou ceux que j'utilise moi-même. J'ai pris des langages compilés comme Go et Rust, des langages pseudo-compilés comme Java, parce que je rappelle, ça interprète du bytecode. Et ensuite, des langages interprétés comme Node, PHP ou Python. Voilà. Donc pour PHP, je suis parti sur du Laravel. J'avais pas fait de PHP depuis très longtemps et je savais pas trop quoi utiliser, mais ça avait l'air le plus rapide et le plus simple pour faire des API. Pour Python, j'ai utilisé Flask pour la même raison. Node.js, j'avais une grosse expérience sur du Express, donc j'ai pris Express. Java, il me semble que Spring Boot était la référence. Golang, généralement la lib HTTP et GorillaMux pour le routing, ça suffit. Et Rust, j'utilise généralement ActixWeb. Du coup, je suis parti sur du ActixWeb aussi. Et donc, notre app, elle va recevoir de la data de quelque part, la désérialiser, la valider, ajouter un champ, puis la stocker dans une base Postgre. Donc ça, c'était mon départ. C'était cool sur le papier, mais quand j'ai commencé à lancer des benches, je me suis rendu compte que c'était pas le serveur qui lâchait le premier dans la plupart des cas, c'était la base de données. Donc, il a fallu que je prenne une autre solution. Donc, je suis parti dans une base de données Postgre. Je suis parti sur une autre chose. Et dans l'équipe de Vector dans laquelle je travaille, on fait beaucoup de tests de perf parce qu'on cherche à faire que notre application soit la plus rapide possible. Et mes collègues, ils ont développé des solutions qui permettent d'encaisser des charges assez élevées en fonction d'une méthode de transport. Et ces outils-là, il y a une solution qui s'appelle Ladding et qui vous permet de faire un black hole quelque part et d'envoyer des requêtes HTTP dedans. Et ça ne va pas broncher, vous pouvez monter en charge et il n'y a pas de problème. Donc, je vais me servir de ça pour créer mon trou noir là.
et prendre mon message, faire des trucs dessus et le renvoyer quelque part. Mais en fait, on s'en fout un peu de où ça va. Et donc, pour mon bench, je vais lancer des requêtes. Je vais lancer 1 million de requêtes en get, 1 million de requêtes en post sur 50 threads en parallèle pour l'injecteur, avec un outil qui s'appelle Hey, qui est codé en Go, qui se veut le remplacement d'Apache Benchmark. Et je vais voir comment notre app elle se comporte avec le bench. Les serveurs, les implémentations sont assez simples. J'ai un endpoint en get qui va juste retourner un no content, peu importe la requête que vous lui envoyez en get. Et un autre, donc ça c'est du Rust, hein, un autre qui va récupérer un event qui en gros est c'est un event avec un timestamp, des tags et des values dans une map qui va ajouter un flag dans les tags qui dit c'est aller through Rust, là, peu importe le langage, et ensuite qui va les renvoyer vers le black hole proprement et vous renvoyer un no content si tout va bien. Voilà. Maintenant, avec tout ça, il a fallu que je mesure la consommation énergétique de mes serveurs pendant les benchmarks. Donc, initialement, je suis parti un peu comme une brute. Je me suis procuré un wattmètre. J'ai tous branché comme il fallait et j'ai lancé les benches et je me suis rendu compte que sur le temps de build des applications, la résolution de cet appareil-là n'était pas assez fine pour pouvoir comparer. Donc, il a fallu que je trouve une autre solution. Ça, c'était pas bon. Donc, je suis parti je suis retourné voir le papier de recherche des chercheurs portugais pour savoir comment eux ils faisaient. Et j'utilisais un module kernel implémenté par les processeurs Intel et AMD qui permet de mesurer la consommation en microjoules. Donc, microjoules, c'est microwatt-heure de ce que consomme le processeur. Bon, il se trouve que je connaissais un outil codé en Rust qui permet de mesurer tout ça et de dire par process ce qui consomme le plus. C'est un produit qui s'appelle Scaphandre. Cependant, pour des langages comme PHP, donc ce que j'ai pu voir, c'est que la bonne pratique, c'était de planquer notre app PHP derrière un Apache ou un Nginx, ce qui fait qu'il faut que je monitore plusieurs process en parallèle pour pouvoir avoir la somme de ce que consomme vraiment notre service. Et pour des apps qui font du multithread, ça devient encore plus galère parce qu'il faut monitorer tout ce qui démarre tout le temps. Donc ça c'est chiant. Et Stéphane, c'était pas hyper pratique pour le faire. Donc, j'ai pris mon petit clavier, mon terminal, Vim, et j'ai commencé à coder quelque chose. J'ai commencé par faire une lib qui permet de lire la consommation énergétique du processeur. Ça s'appelle PowerCap. Si vous faites du Rust, vous pouvez l'utiliser. Donc, ça m'a permis de faire, en plus de ça, pour le build, un outil qui a comme time, si vous connaissez la commande Linux time, de dire, donc le produit s'appelle Joule. Vous faites Joule votre commande et ça va run votre commande et vous dire, OK, pendant ce temps de processing, votre processeur il a utilisé tant de microjoules. Ensuite, il a fallu que je mesure la consommation énergétique donc, des containers. Et donc, pour ça, je me suis rappelé que dans l'engine Docker, il y a une commande qui permet de connaître la consommation en CPU et en mémoire de votre container. Donc, si vous pouvez connaître le pourcentage de CPU utilisé par votre container et que vous pouvez aussi avoir la consommation en microjoules de votre processeur, en multipliant les deux, vous pouvez connaître la consommation énergétique de votre container. J'ai fait ça, j'ai fait un petit service qui s'appelle donc Docker Activity, qui est là, vous pouvez l'utiliser. Vous démarrez un container et ça va vous dire, OK, pendant cette seconde-là, vous avez utilisé autant de microjoules. Donc ça, c'est cool. J'ai utilisé ça pour pouvoir faire mes benches. Donc maintenant, où est-ce que je vais faire tourner tout ça? Alors, j'ai une machine qui n'a pas un an, qui a un AMD Ryzen 5, blablabla, qui en gros monte à 4,6 GHz quand on lui demande, qui a 32 Go de RAM. C'est une bonne machine pour faire du Rust, ça tourne bien, et pour seulement 65 watts de consommation, c'est pas mal. Et j'ai aussi un vieil ordinateur que j'avais acheté quand j'ai commencé à bosser, donc un vieil i7
qui monte à 2,5 GHz. Et donc, j'ai pu faire des benches là-dessus. Donc, je voulais initialement aussi faire tourner ça sur un Raspberry Pi 4, parce que maintenant, il y a beaucoup de ARM64 qui montent, et aussi sur mon Mac. Mais le module RAP, donc PowerCap, c'est pas implémenté sur ARM, et sur Mac, c'est une autre solution qui permet d'avoir la consommation des éléments du Mac, et je me suis pas. Et vu que je faisais tout tourner dans Docker, je pouvais pas avoir cette information-là au niveau de mon bench. Et il y a très peu de personnes qui font tourner des applications en prod sur des Mac. Voilà. Donc, un petit rappel de ce qu'on va mesurer. Ce qu'on veut mesurer à la fin, c'est le coût du build plus le coût de n requêtes pour savoir à partir de combien de requêtes tel ou tel langage est le plus optimisé pour moi. Donc, pour ça, je vais calculer la consommation énergétique par build de chaque langage et ensuite la consommation d'énergie consommée par requête. Donc, pour ça, j'ai fait un script qui mesure tout ça pour moi. Je vais vous partager le repo à la fin pour que vous puissiez jouer avec, qui va lancer le build dans mon image Docker. Pendant ce temps-là, ça va utiliser Joule et ça va me dire combien de joules ça a consommé pendant le build. Ensuite, je vais démarrer le serveur, attendre qu'il démarre bien en faisant des petites requêtes. Pour Java, par moment, ça prenait jusqu'à 8 secondes. Et puis commencer à mesurer l'utilisation RAM, CPU et d'énergie du serveur pour pouvoir monitorer et avoir le résultat à la fin. Ensuite, je vais lancer 1 million de requêtes GET sur 50 threads en parallèle, attendre que ça se termine, puis lancer 1 million de requêtes POST sur 50 threads en parallèle, attendre que ça se termine. Une fois que tout ça est terminé, on arrête d'enregistrer et on obtient un résultat. Alors, ma requête POST, ça ressemble à ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, juste un timestamp, des tags et des valeurs. Donc, j'ai voulu aussi vérifier que ça ne changeait pas vraiment en fonction du nombre de threads d'injection de requêtes. Et donc, j'ai lancé mes benchmarks en faisant avec une thread, 2 threads, 3 threads, jusqu'à 50. Ça m'a pris plusieurs jours. Et c'était plutôt stable. Les langages gèrent bien en fonction du nombre de threads d'injection. Ça, c'est cool. Ça ne changeait pas sur la consommation. Donc maintenant, c'est le moment de regarder les résultats de la simulation. Donc voilà, ça c'est le coût de build de mes applications. Donc c'est des applications toutes con, pour mes différents langages. Donc l'ordre, vous allez voir pourquoi c'est dans cet ordre-là après, vous en souciez pas. On a Rust qui fait un pic à 8000, presque 9000 joules sur mon i7, ce qui est assez énorme, alors que Go en fait que 68 joules juste pour le build. Alors, c'est du build d'image Docker. Je précharge l'image de base, mais quand on charge les dépendances, c'est quand même chargé depuis Internet. J'ai une connexion fibrée qui marche pas mal. Donc, c'est dans des opérations standards de build en prod. Donc voilà, on voit que PHP est juste derrière Node.js, ensuite il y a Java et ensuite il y a Python. Donc ça, c'est pour le i7, mon PC portable. Quand on regarde ma tour en AMD, donc un processeur bien plus récent, on voit qu'on a baissé en termes de consommation sur le build pour Rust. Pareil dans les autres langages. Python a eu un pic étrangement et Java aussi. Et voilà. Donc, maintenant, si on regarde la suite, si on regarde la consommation par requête sur mon AMD, donc là, c'est à chaque requête que vous faites sur votre serveur, c'est en microjoules ce que ça vous coûte. On voit que Rust est dans les meilleurs, alors qu'avant, au niveau du build, c'était bien mauvais. Et PHP, alors ça défonce tout en termes de coût de requête. Et d'ailleurs, ça un peu biaise notre graphe parce que ça écrase tout. Donc, je vais passer en échelle logarithmique. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, on a un beau classement de Rust, Golang, Node, Java, Python et PHP. Bon. Maintenant, si on regarde côté Intel, hop. Ah non, ça c'est le ratio. J'ai commencé par faire le ratio entre le meilleur des langages et le moins bon des langages pour savoir quand on va faire un graphe à la fin
build plus temps par requête ou coût par requête, comment les courbes vont augmenter et à quel moment donc elles vont pouvoir se croiser et pour savoir tout ça. Donc, on sait que PHP, déjà, ça va augmenter énormément, alors que Go va augmenter beaucoup moins. Et une fois que PHP va avoir croisé Go, c'est mort. Voilà. Donc maintenant, si on regarde les résultats côté Intel, on a un petit résultat bizarre, c'est que Python et PHP ont inversé, Python a augmenté, j'ai pas trop compris pourquoi. Rust a bien augmenté aussi en termes de coût par requête, mais c'est sûrement dû aux 7 ou 8 années d'évolution de processeurs entre mes deux processeurs. Donc c'est assez normal. Pareil, si on refait le ratio, on voit que Node et Java, ça reste à peu près dans les mêmes zones. Donc maintenant, si on compare, donc là, on compare les ratios entre le meilleur et le plus mauvais langage en fonction des processeurs, mais on ne compare pas les résultats entre eux. Donc, on voit que Node.js a un peu augmenté sur la partie Intel et PHP donc, a baissé étrangement entre ce qu'il y avait en AMD et ce qu'il y a en Intel. Voilà, c'est les résultats. Et si on graphe tout ça, donc en coût par requête, en prenant en considération un coût de build, là, c'est les résultats en millions de requêtes. On voit que donc Rust commence assez élevé, mais au bout de 35 millions de requêtes, le plus optimum pour la consommation énergétique, ce sera Rust. Ensuite, Golang, ça démarre vraiment bas depuis le début. Donc, on va essayer de zoomer sur la partie au démarrage pour voir qui est le meilleur. Donc là, on regarde en milliers de requêtes. Donc, on voit qu'au début, on a Golang qui consomme le moins. Ensuite, on a Node.js. Ensuite, on a PHP, mais PHP, faut attendre un petit peu pour que ça tombe dans l'oubli. Ensuite, on a Java, puis Python, puis Rust. Maintenant, si on regarde côté Intel, on voit que les courbes ont un petit peu changé. Elles augmentent plus rapidement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, à cause du coefficient. Que Rust dépasse Go un peu plus tard, mais que du coup, l'écart entre les deux fait que ça va augmenter plus vite. Donc voilà. Maintenant, ça c'est bien, l'utilisation CPU c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie, il faut aussi regarder l'utilisation de la RAM. Donc là, sur AMD, on voit que Rust, Python et Node.js sont clairement sur les valeurs sur les valeurs maximales. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte si on considère que le bench se base uniquement sur la consommation CPU. Si on voulait avoir un bench en termes de consommation qui soit vraiment complet, il faudrait arriver à connaître la consommation énergétique de la RAM, de votre carte mère, etc. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, on voit que Golang monte un max assez élevé en termes de consommation de RAM, alors que Rust, je vous rappelle, on prend un event, on le désérialise, on ajoute un champ et on le reforward, utilise que 8 mégas de RAM en maximum, en pic. Golang, ça monte à 800 mégas quasiment. Java à 700 mégas. Alors, c'est la consommation moyenne surtout qui est assez intéressante. On voit le classement, c'est assez énorme. Si on regarde sur la partie Intel, le classement est le même, sauf que la consommation moyenne sur Golang a bien augmenté et pareil sur PHP. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure de tout ça? Donc, the right tool for the job. C'est le bon outil pour la bonne pratique. Donc, ça dépend ce que vous faites, en fait. Si vous faites des produits distribués, façon Postgre, Redis, Elasticsearch ou Vector, en fait, le temps de build, ça va pas être vraiment important parce qu'il faut que votre outil soit performant. Parce que vous allez le distribuer à plein de gens vont l'utiliser, ils vont pas forcément le recompiler, donc c'est pas important. Et donc le temps de build va être moins important, la consommation du build va être moins important vu du nombre de personnes ou de gens qui vont utiliser votre application.
faut que l'empreinte du run soit minimale parce que vous donnez un binaire qui va tourner sur plein d'endroits différents, à plein d'endroits différents, sur plein de cloud providers différents. Et il ne faut pas que vous donniez la patate chaude à vos clients pour qu'eux, ils aient le coût de consommation à gérer. Il faut que vous fassiez ça le plus minimum possible. Il faut aussi que votre application elle soit multiplateforme. Parce que maintenant, il y a l'essor du ARM 64 qui sort et qui consomme moins d'énergie pour faire ceci ou cela, enfin pour faire tourner l'application. Donc pour tout ça, va falloir que vous préfériez des applications comme Rust, Golang ou encore C ou C++. Ça vous permet d'avoir une consommation énergétique vraiment optimale si vous distribuez votre application. Ensuite, si vous faites des applications in-house ou un produit SaaS, genre Doctolib, une application de banque, une application, j'en sais rien, peu importe. Et bien ça, ce qui va être important pour vous, c'est le temps de build ou la consommation énergétique du build, parce que vous voulez que votre équipe itère rapidement et qu'elle puisse déployer très rapidement. Et donc, vous allez avoir moins de requêtes entre deux builds pour optimiser du coup le coût énergétique de votre serveur. Donc ça peut varier. Si jamais vous avez un service qui se prend énormément de requêtes par seconde, peut-être que ça va devenir une bonne valeur, un bon résultat d'utiliser Rust ou Go plutôt que des applications comme Node ou Java, que des langages comme Node ou Java. Ça dépend de combien de requêtes votre service se prend dans la tronche. Voilà. Donc, une petite touche préventive aussi, c'est attention aux effets de bord. Si vous avez un gain d'énergie ou de perf quelque part, évitez d'en profiter pour ajouter des trucs qui sont inutiles à votre business. Essayez d'optimiser votre code. Si vous dites on le fera plus tard, vous ne le ferez jamais. Donc, optimisez le plus tôt possible et votre serveur, il s'en portera que mieux. Et enfin, rappelez-vous que la meilleure énergie, c'est celle qui n'a pas été dépensée. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais ajouter à la suite de ça? Si comme moi, vous trouvez que c'est pas assez loin sur le sujet, qu'il y a une petite liste de choses sur lesquelles on pourrait approfondir. Donc là, on a vu qu'on monitorait seulement le CPU. C'est bien, mais c'est pas assez. Il va falloir trouver des moyens de faire ça au niveau de la carte mère. Donc j'ai cru voir qu'il y avait certains GPU qui permettaient de le faire déjà. Mais avoir une API qui soit assez standardisée, ça devient compliqué. Ensuite, avoir la consommation énergétique des I/O, genre réseau et stockage, ça pourrait être intéressant de monitorer tout ça. Ensuite, j'ai pu le dire dans la présentation, mais il y a seulement AMD et Intel qui fournissent le module RAPL, la PowerCap, qui permet de mesurer la consommation énergétique du processeur. Donc, s'il y avait un moyen ce serait bien d'avoir ça aussi pour ARM, mais il faudrait que le hardware le permette, et pour le moment, il n'y a pas. Ensuite, niveau benchmark, donc là, c'est seulement des benchmarks HTTP sur un transport HTTP, et c'est pas assez pour moi. Il faudrait le faire sur plein d'autres connecteurs, genre SQL, gRPC, Kafka, RabbitMQ, ainsi de suite. Et ce serait intéressant donc de monitorer tout ça et de voir donc la différence, voire même de faire ça sur des systèmes de stockage en fonction des bases de données, en fonction de votre utilisation, quelle est énergétiquement la base de données qui est le plus optimum. Pour connaître l'impact énergétique et aussi peut-être voir quel est le coût énergétique de Kubernetes dans votre infrastructure. Ça pourrait être intéressant. Et à la fin, si je peux faire tout ça, peut-être écrire un papier de recherche à propos, comme les chercheurs portugais, pour que tout le monde puisse s'en inspirer. Ce serait bien. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, voici un slide avec pas mal de ressources, un QR code pour la présentation, des liens vers les trucs que j'ai codés et que vous pouvez réutiliser. Et voilà. Merci Jérémy. Donc il y a pas mal de questions. On va avoir le temps de les traiter tous. Et j'ai même moi-même une question qui je vais peut-être la lier à une des autres. Je vais commencer par les questions. Quelle version as-tu utilisée pour les différents langages dans ton protocole? Une question de Rock the Goat. J'ai utilisé PHP 7 parce que
J'ai trouvé une image Docker qui permet de faire tourner Laravel dans Apache et c'était du PHP 7 et je me suis dit que que c'était l'image la plus utilisée sur le sujet et je me suis dit que du coup c'était qu'il y avait beaucoup de gens qui l'utilisaient, que ça devait être celle qui était la plus utilisée. Du coup c'était PHP 7. Mais j'imagine que le dernier PHP est plus rapide. Ensuite, Node, je suis parti sur la dernière version. Go, pareil. Rust, pareil. Java, c'est du Java 11. Et voilà. Python, pareil. Dernière version, Python 3. Très bien, j'enchaîne sur la question suivante. Est-ce que tu as tenu compte du temps de réponse? Est-ce que tu l'as mesuré? En gros, ce que dit encore The Goat, c'est que si ça consomme rien et que ça répond en 10 ans, à une vache près, en gros, si le besoin n'est pas recouvert et si ça consomme moins, ce n'est pas non plus bon. On est d'accord. Je l'ai mesuré. Je ne l'ai pas affiché là parce que ça faisait déjà beaucoup de graphiques. Mais ça suit vraiment les graphes, le classement des langages. Il y a des langages comme Go, Rust, Node.js et Java qui vont répondre assez rapidement, alors que PHP, c'est une vache morte. Python, ça dépend. Mais donc, si vous allez voir sur le repo, la Echo Backend, vous pouvez lancer les benches chez vous et vous allez avoir toutes les infos derrière qu'il faut. Vous allez avoir un gros fichier CSV avec toutes ces infos dedans. Et est-ce que, par exemple, si on prend Rust et Go les premiers, est-ce qu'ils ont eu des baisses de performance avant les autres ou après les autres? Alors, étrangement, ils n'ont pas vraiment de baisse de performance, c'est assez linéaire, alors que un langage comme PHP ou Java, ça s'écrase assez rapidement. Mais Go et Rust, c'est assez linéaire. Après, c'est du bench à mon niveau, de ma machine sur ma machine, pour pas avoir de problème réseau. Donc, c'est pas vraiment encore. Je voulais juste regarder la consommation énergétique de tout ça. Ok, très bien. Et donc, j'ai posé une nouvelle question et je vais lier la mienne dans la deuxième partie de la question. Donc, je pose la question de Air Transat. La conclusion, c'est de ne pas faire de PHP, point d'interrogation. Euh, Pareil, je vais répondre ça dépend. En fait, j'essaye de me poser la question quand on regarde le nombre de WordPress qui sont déployés et de gens qui utilisent WordPress pour juste faire du site statique alors qu'on pourrait juste avoir un générateur. Voilà. Je pense que c'est une bonne question à se poser. Si je reste dans un domaine applicatif, comme c'est. Ouais, ok. De but en blanc, je dirais éviter. Après, les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est à vous de voir ce que vous voulez consommer comme énergie. C'est pas à moi de répondre à ça, je pense. Du coup, j'ai placé ma question. C'est là, tu as mesuré des langages entre eux. Et souvent, le problème, ce n'est pas le langage, c'est le code qui est au milieu, qui sont faits par les développeurs, qui sont plus ou moins optimisés par manque de connaissances, par manque de temps, par des deadlines où ça doit sortir demain, etc. etc. Est-ce que tu as, avant de t'en lancer dans le protocole, tu as mesuré en gros l'impact du langage versus l'impact, je fais une requête SQL de merde, pour être franc, dessus. Est-ce que l'impact du langage, c'est 10%, 50%, 90%, 1% par Alors, rapport à je fais du mauvais code? j'ai pas regardé ça parce que là, je suis vraiment parti sur une. T'as vu le bout de code que j'ai utilisé pour faire juste mon passe-plat vers un autre serveur, un autre microservice. C'est vraiment simple. Donc, j'ai pas mesuré ça parce que je me dis que si tu fais du mauvais code en Go, ça va quand même sûrement aller plus vite que du bon code en PHP au final quand tu vois les Je, résultats. Ouais, moi, je le mesurais dans le protocole. Si tu lances, par exemple, dans un papier de recherche, c'est la question que tu posais à la fin. Je le mesurais pour savoir est-ce que tu es sur le gros ratio ou le petit ratio. C'est d'intuition comme ça. Alors, du coup, c'est lié aussi à ce que je disais, optimiser votre code, mais c'est aussi lié à écrivez bien votre code. Oui. Après, c'est votre responsabilité de faire du code efficace. Ça dépend de. Enfin, les reviews sont faites pour ça aussi. Ouais.
Non, je parlais du principe, des fois, on va passer 10, 20 000 ans à choisir le langage et derrière, on ne va rien optimiser. Donc, c'est facile d'aller dans les Exact. guerres de clochers. Maintenant, ça va être les questions un peu plus simples. Peut-on faire un serveur Node sur sa box pour économiser en CO2? Je suppose que c'est sa box Internet. Alors, Question de Alutoy. je sais pas. Alors, ce que je sais, c'est que moi, je suis chez Orange. J'ai une Livebox qui est encore dans son carton et je me suis acheté un petit routeur il y a bien longtemps qui fait fibre et qui consomme vraiment beaucoup moins d'énergie que le routeur Orange et dans lequel on peut installer des trucs, mais j'ai jamais essayé et ça pourrait être intéressant d'essayer là. Je serais intéressé que tu mettes les liens sur Slack ou Très bien. dans le chat. Ça marche. Le cloud vert est-il une réalité? Quelle solution pour les devs? Une question de Alutoy, encore une fois. Alors, j'en sais rien. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai regardé. Ensuite, ouais, non, je sais pas. Je sais pas. Le cloud vert, pour ma part, les solutions cloud vert, ça voudrait dire qu'ils sont basés sur de l'énergie renouvelable, donc ça viendrait de panneaux solaires et d'éoliennes, mais quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, est-ce que ça arrête de tourner? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Du coup, je ne connais pas la réponse à cette question. Très bien, je lance pas le débat sur le nucléaire. Hop. Et dernière question pour rigoler et avant d'aller manger et de partir pour l'open mic. Quel est l'impact carbone d'une machine à écrire et d'une TI-80? Et je rajouterai le Minitel pour faire plaisir à mon J'en sais spectateur rien. préféré. Mais si tu veux, on peut le brancher là-dessus et voir le faire tourner pendant plusieurs jours et on verra. Et, bon, après, pour une machine à écrire mécanique, c'est que la fabrication. Ah, Mais c'est c'est pas vrai. ça. Ça marche très bien. Bah, merci Jérémy. Il n'y a pas d'autres questions. Non, ça parle de Rouen sous l'eau avec des clubs de plongée et de papier carbone. Donc, ok, c'est les anciens. Ça marche. Donc, merci à toi Jérémy.